Rimbaud, à la fois une révolte religieuse, une révolte politique, une révolte face aux inégalités sociales. On s'attachera tout d'abord à la révolte religieuse. Il faut savoir que Rimbaud a été éduqué dans un contexte où la religion a été omniprésente. On a déjà pu parler dans d'autres vidéos de la place de la mère de Rimbaud dans son éducation, et cette Mother, comme il l'appelle, est une mère très pratiquante qui va l'obliger à la lecture de la Bible, qui va l'obliger à faire sa communion et qui l'oblige également à une fréquentation assidue de l'Église. Or, ce carcan religieux, ces normes imposées vont provoquer chez Rimbaud un anticléricalisme profondément ancré. Par exemple, dans le poème Le Châtiment de Tartuffe, on comprend que Rimbaud critique l'hypocrisie du clergé. Il reproche également plusieurs choses à l'Église. D'une part, le soutien qu'elle apporte à la monarchie et aussi le rapport qu'elle entretient à l'argent et l'idée que l'Église est finalement corrompue. Et je vous invite dans ce cas à relire le poème intitulé Le Mal. On peut faire un petit focus sur le poème Châtiment de Tartuffe. C'est sans doute un poème qui a été inspiré par la pièce de Molière, Tartuffe ou l'imposteur, dans laquelle Molière dépeint justement ce personnage de Tartuffe, un faux dévot qui fait mine d'être très pratiquant, d'être un religieux très croyant, mais qui, dans les faits, ne convoite qu'une chose, l'argent, enfin que deux choses, l'argent et la femme de l'homme chez qui il vit, chez lequel en tout cas il s'est infiltré. Ici on retrouve un peu ce personnage qui éprouve du désir amoureux, puisqu'on a cette métonymie de la peau moite, qui est sous sa chaste robe noire, donc derrière l'apparente dévotion et l'apparente foi du personnage à travers l'habit, se cache derrière une peau moite de sueur et d'envie, qui nous montre bien ici l'hypocrisie du personnage. Donc Tartuffe va incarner la fausseté. On retrouve dans le poème un oxymore effroyablement doux, et aussi cette métaphore répugnante, jaune bavant la foi de sa bouche édentée. Et donc on a l'impression que de tout son être sointe cette fausse religion, cette fausse dévotion. Et à la fin du poème, cette hypocrisie du personnage est démasquée par un méchant, entre guillemets, arrachant le vêtement trompeur pour le mettre nu du haut jusqu'en bas, ce qui est une reprise, une réplique de Molière justement. Et finalement, le poète est celui qui va venir faire tomber les masques et qui va crier son dégoût face à cette hypocrisie religieuse. La révolte religieuse, on la retrouve également dans le long poème intitulé Le Forgeron, où celui-ci dénonce justement la corruption de l'Église. Le chanoine au soleil filait des patenôtres sur des chapelets clairs grenés de pièces d'or. Et cette image de l'or, c'est quelque chose qui revient très souvent quand Rimbaud évoque l'Église, puisque par exemple dans le poème Le Mal, il va insister sur l'indifférence et le mépris de Dieu face aux soldats morts à la guerre, avec ces vers célèbres, il rit aux nappes damassées des autels à l'encens au grand calice d'or, qui dans le bercement des hosannas s'endort. Et là, on a une rime vraiment significative entre la matière d'or et le verbe s'endort. Et en fait, c'est justement l'or, l'argent, l'aspect financier qui va réveiller le dieu, puisque c'est le gros sou tiré du mouchoir des mères endeuillées qui va le réveiller. Donc finalement, l'Église est bien loin de respecter ces principes et l'exemple du Christ, à savoir la pauvreté, la charité et la compassion. La révolte, c'est aussi une révolte qui s'exprime dans le domaine politique. Si vous relisez le poème intitulé L'éclatante victoire de Sarrebruck, je vous invite déjà à réfléchir sur ce titre qui est un titre ironique, puisque cette bataille n'a été en réalité qu'une simple altercation entre les troupes françaises et prussiennes, mais l'Empire français a transformé ce simple petit conflit en véritable exploit, en épopée. Et par contre, Rimbaud, dans son poème, lui, va faire tomber encore une fois les masques, et il va désacraliser l'empereur en l'infantilisant, puisqu'il évoque Napoléon sur son dada et comme voyant tout en rose.
Et plus on avance dans le poème, plus la satire est forte. L'antithèse féroce comme Zeus et doux comme un papa nous montre bien le paradoxe de Napoléon et le ridiculise. Et on a la chute du sonnet est violente, puisqu'il y a un soldat qui reste quoi, c'est-à-dire silencieux, refusant de crier vive l'empereur. Donc on voit que cette figure d'autorité ne fait pas l'unanimité. Et Bocquillon, à la fin du poème, va incarner finalement la figure du soldat contestataire qui montre son derrière. Et cette idée toujours chez Rimbaud, un peu d'un humour grinçant et d'un humour un peu grossier, avec cette image de l'ulcère à l'anus qu'on a par exemple dans Vénus Anadyomène. Là on a Bocquillon qui montre son derrière, et dans Le Forgeron par exemple il dit merde à ces chiens là. Il y a vraiment cette idée de se révolter à la fois contre ses autorités et en se servant du langage pour ça, pour dire toute sa haine et tout son mépris envers ces figures. Dans le mal, on a évoqué tout à l'heure l'Église qui est moquée, mais finalement, il s'attache aussi à dénoncer le comportement des figures politiques, puisqu'il évoque le roi qui raille les pertes humaines. Donc le mot roi a été en fait modifié par Rimbaud, parce que pour éviter la censure, il va utiliser ce mot roi pour remplacer le mot chef, mais c'est bien l'empereur ici qui est visé. Après, l'emploi du mot chef et du mot roi peuvent aussi permettre de généraliser la portée à tous les dirigeants politiques qui vont avoir ce même comportement au moment des guerres. Dans Rage de César, pareil, on retrouve un pluriel qui va dépasser la personne unique de Napoléon III, et Rimbaud va dénoncer tous ceux qui veulent souffler la liberté, donc souffler au sens de faire tomber, de faire s'éloigner la liberté. Néanmoins, on a une exclamative, l'empereur est saoul de ses 20 ans d'orgie, et là, il vise directement Napoléon III, qui est alors prisonnier au château de Wilhelmstrohe. Au niveau de la guerre, on a des poèmes en fait un peu ambivalents, mais cette ambivalence s'explique, elle est très logique. D'une part, Rimbaud va faire l'éloge de ceux qui ont combattu pour la liberté et contre le retour de la monarchie, notamment dans le poème dont le titre est Mort de 92 et 93. Dans ce poème, les soldats ont vraiment une dimension de martyr, avec la métaphore notamment du million de Christ, dont le sang l'avait toute grandeur salie. Donc cette idée qu'ils se sont sacrifiés pour la France. Mais là, on est pour les morts de 92 et de 93 sur des soldats révolutionnaires. En revanche, il va dénoncer les soldats qui sont à la solde du pouvoir corrompu, et notamment les soldats de la guerre de 1870. Toujours dans ce poème, le dernier tercé va opposer le pronom vous, qui est célébré, au nous, qui renvoie justement à ceux qui se plient, qui sont courbés sous les rois comme sous une trique. Et donc là, encore une fois, les rois, c'est un terme très générique, mais derrière ça se cache encore une fois la figure de Napoléon III. Néanmoins, il éprouve de la compassion pour les victimes de la guerre, comme le signale l'exclamation pathétique « pauvre mort », et la réification que l'on retrouve dans le poème Le Mal fait de 100 millions d'hommes un tas fumant. Et on sent également toute cette pitié dans la pointe du sonnet du dormeur du Val, où il évoque les 2 trous au côté droit, et où on comprend à ce moment-là qu'il ne s'agit pas d'un jeune homme endormi, mais d'un soldat qui a trouvé la mort. Et donc, il y a vraiment cette compassion pour les hommes qui tombent au combat, et en même temps une révolte pour ceux qui n'osent pas se révolter contre Napoléon III. Autre domaine, autre thème qui révolte Rimbaud, c'est les différences de classe. Il insiste à plusieurs reprises sur la pauvreté du peuple, notamment dans Les Effarés, dont on a déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Ce sont des enfants qui souffrent de la faim et du froid devant le trou chaud où ils s'agglutinent. À genoux 5 petits misères, regardent le boulanger faire leur lourd pain blond. Et donc là, on a vraiment cette idée d'enfants qui meurent de faim et qui bavent littéralement devant ce mets très simple qu'est le pain, mais qu'ils ne peuvent pas avoir pour se nourrir. Les soldats de Valmy sont en sabots et en haillons. Les mères dans le mal pleurent sous leur vieux bonnet noir. Donc on a toute cette dimension du peuple dans la misère et dans la pauvreté et dans la douleur. Dans le long poème Le Forgeron,
Celui-ci, donc le forgeron lui-même qui s'exprime dans le poème de Rimbaud, rappelle à Louis XVI les abus du seigneur, qui récompensait à peine leur labeur et les pillait. Et quand nous avions mis le pays en sillon, quand nous avions laissé dans cette terre noire un peu de notre chair, nous avions un pourboire, on nous faisait flamber nos taudis dans la nuit. Et bien entendu que là, ça évoque un temps qui est révolu, et la monarchie a pris fin, mais finalement rien n'a changé. Puisque le forgeron s'exclame « Mais voilà, c'est toujours la même vieille histoire ». Et finalement, le peuple est toujours exploité par les puissants. Les pauvres à genoux, nous dorerons ton Louvre en donnant nos gros sous. Donc on retrouve encore cette idée du peuple mis à mal, mis à bas, et qui doit, encore une fois, donner tout son argent, tout leur profit aux plus puissants. L'une des cibles de Rimbaud, c'est aussi la bourgeoisie, qui est une classe montante sous l'Empire, qui va s'enrichir. Dans un poème qu'on a déjà aussi beaucoup évoqué, à la musique, Rimbaud va évoquer les rentiers à lorgnon, et le bourgeois est caractérisé par son embonpoint, épatant sur son banc la rondeur de ses reins, sans oublier la bedaine flamande de ces bourgeois. Et là, vous pouvez voir en fait cette vision justement du bourgeois qui était partagée à l'époque avec les caricatures de Daumier, que ce soit avec la caricature intitulée Le bourgeois ou le banquier, où on voit cet embonpoint, signe de la richesse, parce que était gros celui qui pouvait se nourrir et donc qui avait de l'argent. Le forgeron, dans le poème du même nom, rappelle qu'il reste des mouchards et des accapareurs, des richards que le peuple agresse. Les avocats prennent le parti des puissants. Alors les avocats sont désignés par cette expression hommes noirs qui prennent nos requêtes pour se les renvoyer comme des raquettes. Les législateurs, donc ceux qui font les lois, c'est pareil, ils vont mitonner les lois, fixer quelques tailles, donc les tailles c'était un terme utilisé pour les impôts, et ironiquement, Rimbaud va désigner les députés comme nos doux représentants qui nous trouvent crasseux. Donc on voit ici tout le mépris des puissants pour la classe populaire. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On évoquera un autre thème dans une